Wilfried Adou, Virgile Arouansé. Madame, Monsieur, merci de renouveler votre fidélité au grand rendez-vous, le service après-vente hebdomadaire de l'actualité sociopolitique sur Soleil FM. Nous sommes à la 158e édition de ce programme et vous avez sans doute raison de toujours nous choisir. Vigile Arouansé, bonjour. Bonjour Wilfried Adou, bonjour à tous. Alors Vigile, le débat a progressé d'un pas, mais le sujet phare de l'actualité reste le même, révision de la Constitution. Cette fois-ci, nous avons de la matière pour aborder des aspects plus techniques et j'imagine moins politiciens. Le projet de révision de la Constitution a été transmis au Parlement par le gouvernement. Les personnes averties ont commencé par opiner sur ce document pour en relever les forces et les faiblesses, mais aussi les menaces qu'il nous fait courir autant que les opportunités qu'il offre dans le sens de fortifier notre démocratie. À juste titre, à juste raison, que nous avons convié un technicien de la matière, pas pour une leçon inaugurale comme il en a le savoir-faire, mais pour expliquer en français facile les amendements à la Constitution proposés par le gouvernement et leurs implications. Frédéric Joël Aïva, bonjour. Bonjour Wilfried Adou. Alors vous êtes agrégé des facultés de droit, professeur de droit public, doyen de la faculté de droit et de sciences politiques de l'université d'Abomey-Calavi, précédemment expert constitutionnel des Nations Unies sur plusieurs théâtres en Afrique, rapporteur de la commission Diogbenou, chargé des réformes institutionnelles et politiques au Bénin, auteur entre autres publications de l'ouvrage La Constitution de la République du Bénin, la Constitution de tous les records en Afrique. Alors, je suis certain d'avoir omis bien des éléments de présentation, mais si vous le permettez, nous nous contenterons de ces quelques informations. En tout cas, merci d'être venu éclairer de vos lumières l'actualité relative à la révision de la Constitution à travers le prisme des actes posés et de la parole entendue, loin des tensions, loin des pressions et des passions, comme c'est de tradition dans notre émission. Comme vous avez dû le comprendre, chers auditeurs, le seul sujet au menu de cette émission est la révision de la Constitution. Et comme il n'est pas de coutume dans cette émission, nos auditeurs, en raison de l'importance et de la complexité du sujet, seront pour une fois des témoins passifs. C'est bien cela, Vigile. Attentif. Alors, attentif. Alors, Kosaïvo, en septembre 2013, dans une interview à Jeune Afrique, vous avez tranché sans ménagement, je cite, la réforme constitutionnelle de Boni Yayi est en deçà du minimum démocratique attendu. Fin de citation. Que peut-on dire aujourd'hui de celle de Patrice Talon? Merci beaucoup Wilfried Adou. Virgile Arouansé, je voudrais, avant de commencer cette émission, vous remercier de l'invitation que vous m'avez faite. Et dit que je suis très content, enfin, d'être dans les studios de Soleil FM, radio que j'écoute. Ce n'est pas pour l'avoir patenté. Je sais. Non, une radio que j'écoute souvent en voiture, en raison d'abord de l'audience de la radio et de l'intérêt des programmes que vous portez. Et dit que j'ai vraiment l'honneur de enfin m'exprimer sur le sujet. Je n'ai pas voulu le faire depuis un moment pour une raison très simple. Moi, je suis un juriste. Et je ne parle que sur la base des éléments qui sont avérés. Maintenant, nous avons un texte, un projet de loi de révision constitutionnelle qui est le projet du gouvernement, qui est désormais disponible dans l'opinion. Donc, il est possible d'avoir un avis sur cette question. C'est la raison pour laquelle je n'ai pas voulu spéculer sur les déclarations de telle ou telle personnalité, même déclaration relative à la révision de la Constitution. La révision, les projets de révision portés jusque-là par le président Boni Yayi, pour moi, même lorsque j'avais siégé dans la commission Union au fond, avaient été jugés en deçà du minimum démocratique, premièrement. Deuxièmement, les projets de révision qui ont été initiés et portés par le président Boni Yayi à l'époque était, je dirais, vicié par la méfiance des Béninois, le défaut de confiance de notre peuple en la capacité de la classe politique d'alors, particulièrement du gouvernement du président Boni Yayi, de conduire une réforme impersonnelle,
une réforme désintéressée, une réforme qui ne soit pas qualifiée de réforme opportuniste. Et c'est pourquoi ces réformes avaient été combattues par certains, jugées infaisables. Mais pour ma part, je voudrais préciser, avant tout propos, Wilfried Dadoum, je voudrais préciser que j'ai toujours dit, je voudrais rappeler ma doctrine sur la question, j'ai toujours dit, et je n'ai pas varié sur ce point, que la constitution du Bénin, la constitution du 11 décembre 1990, est probablement l'une des meilleures constitutions sur le continent. Je n'ai pas varié. Depuis que j'ai découvert le droit constitutionnel, que je l'ai embrassé, que nous vivons ensemble depuis, je n'ai jamais varié sur le fait que notre constitution est l'une des constitutions les mieux écrites, les mieux pensées, les mieux ancrées dans la sociologie, dans l'histoire politique. Et on peut d'ailleurs considérer, comme le dit le doyen Robert Doussou, que cette constitution est vraiment le socle porteur de nos espérances. Mais qu'est-ce qui vous fonde à avoir une telle conviction? Parce qu'elle est forte, cette conviction. Pour vous, c'est l'une des meilleures constitutions au monde, me semble-t-il. C'est l'une des meilleures constitutions au monde. L'une des plus vieilles d'ailleurs, après quelques pays. L'une des plus vieilles, l'une des plus stables sur le continent. Et c'est pourquoi j'ai toujours dit, je le rappelle, c'est très important pour la suite, j'ai toujours dit que cette constitution qui a apporté à un pays fiévreux au plan politique, un pays constitutionnellement instable, volcanique au niveau des mœurs politiques, depuis notre accession à l'indépendance, que cette constitution qui a apporté tant et tant de stabilité, pendant autant de temps, 26 ans de stabilité, elle nous a apporté la démocratie, elle nous a apporté la liberté, elle nous a apporté les droits de l'homme, elle a apporté l'alternance à la tête de l'Assemblée nationale, l'alternance à la tête de l'État. Cette constitution, pour être clair et précis, pour que les Béninois aient une idée précise de ce que nous avons en main, cette constitution nous a apporté la paix. Elle nous a apporté la paix. Donc, il n'est pas besoin d'aller consulter le FA. Il n'est pas besoin de s'interroger outre mesure sur pourquoi le Bénin, depuis 1990, est si stable politiquement, est si apaisé, et que les institutions, malgré quelques dysfonctionnements, que les institutions fonctionnent plus ou moins harmonieusement, et que nous sommes cités par tout le monde en Occident, les organisations internationales, l'Union européenne, les Nations Unies, tous les pays qui siègent au Conseil de sécurité des Nations Unies, tous nos voisins, tous les pays africains regardent le Bénin avec les larmes aux yeux, mais ce sont des larmes d'admiration de pourquoi un pays, un petit pays, par sa dimension, étonne tant le continent africain. Ça veut dire quoi? Je voudrais déboucher sur la chute. Non, avant la chute, professeur Aïvor, c'est tellement beau la constitution du Bénin que peut-être on n'aurait jamais dû la retoucher, ou peut-être s'il faut y aller, il faut y aller délicatement. Pourtant, elle a des imperfections quand même, notre constitution. Je vais peser les mots que j'utilise ce matin. La constitution du Bénin, c'est ma conviction. C'est la conviction d'un jeune, allez, si on peut parler encore ainsi, d'un jeune constitutionnaliste, mais qui, depuis un moment, voit beaucoup de choses que les yeux d'un jeune ne peuvent pas voir dans le monde et autour de nous. Je veux peser mes mots. La constitution du 11 décembre 1990, elle peut ne pas être révisée. Je pèse mes mots. La constitution du 11 décembre 1990, si elle n'est pas révisée, suivez-moi bien, si elle n'est pas révisée, le Bénin ne court aucun péril. Le Bénin ne court aucun danger. Le Bénin n'est menacé par aucune crise majeure qui, si la Constitution n'était pas révisée, projetterait le pays dans l'instabilité. Je le reprécise. Si nous faisons l'option, et d'ailleurs nous en avons fait l'option depuis 1990, c'est-à-dire 27 ans, 26 ans, presque 27 ans après, nous avons fait l'option de ne pas la réviser. Alors, dites-moi, posons-nous la question. Parce que nous ne l'avons pas révisée, avons-nous été une démocratie aussi médiocre, plus médiocre que nos voisins? Sommes-nous devenus un modèle qui fait pitié? Notre pays a-t-il dégringolé du fait de sa démocratie? Non. Ça veut dire quoi? Que, je dis, si nous faisons l'option de ne pas réviser la Constitution, le Bénin ne court aucun péril, il n'y a aucun danger. Mais ce n'est pas pour autant, que
notre constitution doit être considérée vraiment comme une constitution intouchable. Ce n'est pas une raison, ce n'est pas pour autant, et je ne l'ai jamais dit, ça c'est la deuxième partie de l'opinion que j'ai toujours portée, quels que soient les chefs d'État auxquels je m'adresse. J'ai toujours dit, si nous faisons l'option de réviser notre constitution, il faudrait que ce soit une révision sage. Il faudrait que ce soit une révision mesurée. Je vais utiliser les termes que j'utilise dans les pays où on m'invite. Il faut que ce soit des révisions chirurgicales, une révision clinique sur 2-3 points clés du système qui permettraient de relancer la machine que nous pouvons réviser. Nous avons le droit de réviser parce que notre constitution, elle n'est pas parfaite, elle n'est pas descendue du ciel, ce n'est pas la Bible, mais ceux qui l'ont écrite, Dieu leur a quelque part tenu la main pour qu'ils accouchent pour notre pays une constitution qui soit logée dans son intimité, dans l'histoire politique de ce pays et qui soit la réponse. Parce qu'en vérité, une constitution, c'est vrai, c'est un test juridique, mais une constitution, c'est la réponse à l'histoire d'un pays. Et celle-ci, c'est la réponse à notre histoire. Oui, mais en même temps, professeur Ivor, quand vous avez fini de dire ça, de vanter toutes les vertus de notre Constitution, on s'aperçoit qu'à l'épreuve de la pratique, il y a quand même des failles, il y a des imperfections qui se sont montrées. On a vu un certain nombre de choses, notamment, vous connaissez, moi, ma religion sur le sujet, la malgouvernance qui a pour corollaire l'impunité. Et il me semble que dans le projet, pour ce que j'en ai lu et compris, n'étant pas juriste, il me semble qu'il y a quand même des mesures qui doivent aller trouver, contrer, n'est-ce pas, un peu un comportement, un certain nombre de comportements de nos élus. Est-ce que tout ça, ce n'est pas intéressant? C'est vous-même qui parlez, je l'ai lu dans l'un de vos articles de révision de confort. Est-ce que aujourd'hui, il n'est pas temps que nous fassions cette révision de confort, n'étant pas en crise politique majeure? Oui. J'allais dire, on va se situer au niveau général. Est-ce qu'il y a comme de la chirurgie aujourd'hui dans ce qu'a entrepris le chef de l'État de perpétrer dans la Constitution du 11 décembre 1990, de réviser là-dedans? Moi, vous savez, je suis venu ce matin, moi-même un peu bouleversé. Je suis venu avec quelques questions que je voulais vous poser. Ah bon? Est-ce que vous connaissez... Wilfried Adon, Figil Arancet, est-ce que vous connaissez une constitution au monde qui soit parfaite? Vous connaissez une constitution au monde dont la mise en œuvre ne pose pas problème, ne dégage pas de problème? Pourquoi? Parce qu'au fond, les règles de droit ne sont mises en œuvre que par des hommes vertueux ou pas vertueux, des hommes de confiance ou pas de confiance. La façon dont moi, Joël Ivor, je mettrai en œuvre la Constitution ne peut jamais être la même que vous. Et quels que soient les amendements qu'on apporte à la Constitution, sa mise en œuvre ne nous épargnera jamais de dysfonctionnement. Vous connaissez un pays, y compris les grands pays, où on met en œuvre la Constitution de façon idéale, un peu presque en rêvant de ce que une réécriture d'une Constitution, c'est fini, réglerait définitivement tous les problèmes. Mais ça les amoindrit au moins. Ça les amoindrit, justement. C'est en cela que la Constitution elle-même prévoit les règles, les mécanismes par lesquels il est possible que si une disposition pose problème, on puisse la faire évoluer. Alors, Vigile Arancet, vous avez posé une question tout à l'heure. Sur le projet actuel. Le projet qui est porté, il faut que les Béninois aient conscience de quelque chose. Non seulement les Béninois, quand je vous ai dit tout à l'heure que j'étais bouleversé, j'étais d'autant bouleversé que j'ai le sentiment que tous ceux qui parlent de révision constitutionnelle en parlent avec une telle facilité, une telle légèreté, parfois une telle banalité. J'ai parfois le sentiment, et c'est ce qui me bouleverse le plus, que au plus haut niveau de l'État, que parfois, j'ai le sentiment que la philosophie d'une révision constitutionnelle est un peu banalisée. J'ai parfois même le sentiment que réviser la Constitution du Bénin est devenu un projet personnel, un défi personnel, un défi qu'il faut à tout prix.
C'est-à-dire comme si, excusez le terme, quand on voit autrefois une jeune dame, l'homme qui la dévierge est fier de l'avoir déviergée. Il dit, voilà, cette femme, c'est moi qui l'ai déviergée. J'ai le sentiment qu'il y a cette impression de ce qu'il faut à tout prix attenter à cette virginité de la Constitution. Et donc, c'est devenu un défi personnel. Non. La révision d'une Constitution, notamment de la nôtre, qui est un pacte social, c'est la révision de cette Constitution, pour moi, c'est un défi collectif. C'est la raison pour laquelle, quand j'ai été sollicité par le président de la République pour siéger dans la commission, j'ai accepté. Parce que je pense que c'est un défi collectif, c'est au-delà d'un défi collectif, c'est une œuvre qui doit avoir, je dirais, comme finalité de conforter, d'aménager, et non de restructurer, de réécrire. Parce qu'il faut le dire. Il faut le dire. Il faut que les Béninois le sachent. Et il faut ceux qui portent le projet en soient conscients. Et j'ai le sentiment que beaucoup n'en sont pas conscients. Oui, pour ça, Yvo, je ne vous interromps pas. Oui, bon, finissez aller. Oui. Laissez-moi aller jusqu'au bout. Que le projet que nous avons en main, les choix qui ont été opérés par le gouvernement, c'est une réécriture de la Constitution. C'est une révision. Modification ou révision, je voudrais, pour la compréhension de vos auditeurs, puisque vous avez dit qu'il faut parler en français facile, révision, modification, c'est la même chose. Amendement, c'est la même chose. Mais le projet qu'on a, c'est une réécriture. Wilfried Adou, c'est une autre constitution. Ce n'est plus la constitution de 1990, c'est une autre constitution. Je vais vous expliquer si vous voulez. Ce n'est pas ce que dit le décret de transmission de projet à l'Assemblée nationale. C'est pour ça, Wilfried Adou, Vigile avancé. C'est pour ça que je vous dis que je suis bouleversé que le Conseil des ministres se soit trompé aussi lourdement. Mais je pense que le Conseil des ministres s'est trompé de bonne foi, mais lourdement. C'est une réécriture. Vous savez ce que c'est qu'une réécriture? Compte tenu du nombre d'articles à retoucher, c'est cela? Non. C'est le nombre d'articles qui vous font dire ça? Non, pas du tout. C'est pas le nombre d'articles. C'est pour ça que j'ai presque souri quand j'ai vu que il y a une statistique qui accompagne en disant non, il n'y a que 28%, non, il n'y a que 15 articles nouveaux. Non, la question n'est pas là. Attention, nous avons gardé exactement 160 articles. Non. Alors, si c'était passé à 165, quelle serait la conséquence? Aucune conséquence. Si c'était resté à 160, aucune conséquence. Mais, je vous dis que la réécriture d'une constitution se mesure à l'aune des matières et de la sensibilité des matières qui sont touchées. Et je vous explique. Je vous explique pourquoi, si le projet qui est porté actuellement passe, je vais vous expliquer pourquoi je dis que c'est une autre constitution. Que non seulement nous changeons de système constitutionnel, mais nous changeons, je pèse mes mots, nous changeons de vie. Je vais vous expliquer. Expliquez, allez-y. Prenez le test. Les choix du gouvernement. Les choix du gouvernement n'affectent pas un article. La révision n'affecte pas un article. Elle n'affecte pas 2, pas 5, pas 10, pas 25, pas 30, pas 40, 43. Non seulement la révision est une révision de masse qui porte sur un nombre considérable d'articles de la Constitution, mais ce n'est pas le plus préoccupant. Le plus préoccupant, c'est que le projet supprime même une institution. Ce n'est même pas un problème, mais supprime tout de même le Conseil économique et social. Mais attention, le projet du gouvernement, d'accord, j'ai dit, ne porte pas que sur 5, sur 10, sur 20, sur 30, plus. Ne fait pas que garder les institutions. Il en supprime une. Mais ce projet ne concerne pas que le président de la République. Il ne concerne pas que l'Assemblée nationale. Il ne concerne pas que la Cour constitutionnelle. Pas que le Conseil économique et social. Pas que la Cour suprême. Pas que la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication. C'est un projet, c'est une révision qui affecte l'ensemble de l'architecture. C'est la raison pour laquelle je le dis, mais vraiment, avec tout le respect que je dois aux institutions, je suis un juriste publiciste.
Donc je dis généralement à mes étudiants que nous sommes les médecins de l'État. Donc j'ai un grand respect, je voue une grande loyauté à l'État, au respect de ceux qui sont appelés par les citoyens à incarner les fonctions que nous leur donnons. Donc je le dis avec beaucoup de respect, que le Conseil des ministres s'est lourdement trompé. Lourdement trompé parce que les thèmes... Quels sont les points sur lesquels le Conseil s'est trompé? Les thèmes même que le Conseil a choisis ne conviennent pas à l'opération qui a été menée. J'ai dit que ce n'est pas une seule institution, c'est toutes les institutions. Autre élément. Quand la révision affecte une institution, elle n'affecte pas que les règles de dévolution, elle n'affecte pas que les règles de fonctionnement, elle n'affecte parfois pas que les attributions de l'institution, elle affecte tout. La dévolution, les modes de nomination, de désignation, le fonctionnement, les attributions, elle affecte tout. Donc, mes chers amis, il faut que ceux qui parlent de révision aient conscience de la profondeur, de l'étendue du projet qui est porté. Je dis, le Conseil des ministres dit que l'architecture et la structure n'ont pas varié. Mais dis donc, l'architecture et la structure, alors même que désormais, le mandat du Parlement passe à 6 ans, sans que celui qui a mandaté le peuple, qui a mandaté le Parlement, le peuple souverain, qui lui a fixé 4 ans, ne soit pour l'instant consulté. En plus, le mandat du président de la République passe à 6 ans, non renouvelable. Mais jusque-là, ce qui avait été affecté, l'allocation qui était affectée par le peuple, était un mandat de 5 ans renouvelable une fois. Mais mieux encore, ou pire, si vous voulez, la haute autorité de l'audiovisuel, les modes de désignation ont changé, la composition a changé, la Cour suprême, changement majeur. Je peux vous raconter après 2 anecdotes de ce que je ramène de mes balades au plan international. 2 anecdotes qui peuvent expliquer pourquoi je considère que la philosophie de cette révision est un peu... Fantaisiste, vous voulez dire? Non. J'ai trop de respect pour ceux qui portent le projet. Est un peu idéaliste. Et je vais l'expliquer. C'est vrai qu'il faut un peu de volontarisme dans l'action pour réussir. Donc, le projet que nous avons en main, je le répète, il faut que ceux qui portent le projet en soient conscients, et il faut que le Parlement en soit conscient, et il faut que l'opinion en soit consciente. Si ce projet aboutit, le président a le droit d'avoir ses idées. Il a été élu pour ça. Il faut que l'opinion sache que ce sera une autre constitution. Oui, mais est-ce que cette précaution du Conseil des ministres, c'est pas pour régler, et le décret le porte, c'est pas pour régler le problème de la nouvelle République, donc la possibilité pour le président Patrice Talon... Tout le monde parle de nouvelle République pour prolonger son mandat, etc. Exactement. Est-ce que c'est pas l'esprit qui se cache derrière cette formulation? Ça a été déjà la polémique avant le régime actuel. Non, je crois que le président de la République a pris toutes les précautions nécessaires pour bien montrer, d'une part, qu'il souhaitait faire un mandat unique, deuxièmement, même dans le test, d'avoir verrouillé. Je dirais, tout débat... Ne peut plus être président de la République quand vous l'avez été. Je crois que tout a été verrouillé pour que la parole du président, en tout cas la promesse qu'il a faite, qu'on ne le prenne pas à défaut. Que si au moins il dit qu'il veut faire un seul mandat, qu'on ne puisse pas penser que le test lui permettrait, lui offrirait une fenêtre pour s'enfuir, éventuellement pour se représenter au suffrage des Béninois. Je pense qu'il a pris toutes les précautions. Je voudrais, là aussi, apporter un éclairage à notre pays. Ce matin, je suis venu à Soleil FM pour dire, avec beaucoup de générosité et beaucoup de cœur, à nos compatriotes, ce que je suis payé pour dire ailleurs. Et c'est pour ça que je me suis senti obligé, je ne pouvais pas me dérober à ce devoir, de partager avec mes compatriotes ce qu'on me paye lourdement ailleurs, au plan international, pour dire. Je le dirai ici, je ne dirai pas gratuitement, je dirai avec générosité. Ce que je dis, je l'avais dit, il y a peut-être en 2013-2014, lorsque la polémique a enflé. Et lorsque beaucoup accusaient le président Boniaï de vouloir faire passer le Bénin d'une république à une autre
ne serait-ce qu'en faisant bouger une virgule dans la Constitution. C'est ce qui était dit à l'époque. On dit, attention, même lorsqu'une virgule bouge dans le préambule, lorsque 2-3 articles bougent, c'est une nouvelle république. Et c'est les mêmes qui disent aujourd'hui, non. 43 articles bougent. On supprime même des institutions, mais attention, ce n'est pas une nouvelle république. Non. Moi, je voudrais dire, les règles n'ont pas changé, le discours ne doit pas varier. Les règles d'avant, en 1990, en 2013, en 2015 et en 2016, la Constitution est la même, les règles sont les mêmes, le discours n'a pas le droit de varier. Autrement, le pays perd confiance en son élite. C'est pour ça que je veux dire, apporter à ce débat que on ne parle de nouvelle république, que seulement lorsque vous avez abandonné, laissé votre Constitution et adopté une nouvelle Constitution. Carrément. Je le répète, aucune révision constitutionnelle ne conduit à une nouvelle république. Donc, malgré les 43 articles proposés, en tout cas révisés, dans le nouveau projet, si ce projet aboutissait en l'état, nous ne sommes pas dans une nouvelle république. Je le dis, je l'avais dit il y a 5 ans, je le redis aujourd'hui, rien n'a changé, le discours ne doit pas varier. Une révision ne conduit nulle part. Mais quand les gens le disent, c'est souvent en faisant référence au cas du Sénégal. Non, c'est un faux cas. Et à l'époque, j'avais expliqué que ceux qui manipulaient l'exemple du Sénégal le faisaient à tort ou peut-être en ignorant le contexte et la structure de la révision qui avait été opérée au Sénégal par le président Wade. Les mêmes avaient sollicité le cas burkinabé sous le président comparé de la modification de l'article 37 de la Constitution burkinabé. Et j'avais dit aussi à l'époque que la révision d'un article, même imaginons même que le mandat unique qui est proposé par le président de la République, s'il aboutissait, ne nous fait pas changer de République. Je ne veux pas ajouter à la polémique plus de polémique. Une révision constitutionnelle, quelle qu'elle soit, ne conduit jamais à une nouvelle République. On aurait été dans une nouvelle République si le président de la République avait dit, écoutez, la Constitution de 1990, je n'en veux plus. On rédige une nouvelle constitution, on l'a fait adopter comme ce qui est arrivé au Congo-Brazzaville il y a quelques mois en arrière, lorsque le président Sassou a décidé d'abandonner sa constitution et d'écrire une nouvelle constitution. Le Congo est passé d'une république à une autre. Le cas du Bénin n'est pas celui-là. Très bien, professeur Aïvo. En vous écoutant, il y a une question qui m'est venue à l'esprit. Vous avez été rapporteur de la commission Diogbenou, dont on nous a dit que le rapport a servi à élaborer le projet qui a été transmis à l'Assemblée nationale. Alors quand vous dites tout ce que vous dites là, je me pose la question de savoir, mais de quelle utilité avez-vous été dans cette fameuse commission? Si vous aviez autant de critiques à formuler contre ce qui est fait, pourquoi ne les avez-vous pas portées au sein de la commission? Monsieur Wilfried Adou, excellente question. N'est-ce pas? Excellente question. La commission qui a été mise en place par le président de la République, j'espère que ça n'a pas échappé au regard attentif de notre pays. Nous avons un pays, un peuple passionné de débats politiques et qui suit à la lettre les grandes évolutions de notre pays. Si vous regardez la commission qui a été installée par le président, la commission des réformes politiques et institutionnelles est la seule des commissions installées dans l'histoire politique du Bénin qui ne soit pas exclusivement une commission technique. La commission Glélé, installée par le président Boniaï 2007, était une commission technique. Elle n'est composée que de juristes de très haut niveau, de personnalités ayant une intimité indiscutable avec le droit et l'État. Vous prenez la commission Nyonofou, même constat, un nombre réduit à quelques-uns de ceux qu'on considère ayant une certaine idée de l'État et une certaine proximité avec les questions constitutionnelles et avec le droit. En revanche, la dernière commission installée par le président de la République, par le président Talon, est une commission que le président a voulu non pas seulement technique, mais une commission à la fois technique et politique. Elle sera donc composée de plus de 30 personnes, 35 précisément. Alors que les autres commissions, Glélé et Nyonofou, étaient des commissions qui n'étaient composées qu'environ 9 et 7 membres. Donc,
quand vous réunissez des techniciens, que vous leur demandez, dites-moi, d'après votre science, du haut de votre expérience, qu'est-ce que vous pensez de notre constitution capable de mouvoir, d'évoluer, d'être confortée? Un technicien, quand vous le commettez à une tâche, il vous dit froidement, sans équilibre, ce qu'il vous propose. Ça a été le cas de la commission Glele et ça a été le cas de la commission Nyolofo. Reprenez les rapports. Les rapports sont disponibles. Et vous verrez d'ailleurs que ces deux commissions, comme les grandes commissions constitutionnelles, la commission Vedel, la commission Avril, la commission Lionel Jospin, quand vous prenez toutes ces commissions, non seulement les propositions sont précises, mais en plus, les propositions de ces commissions sont accompagnées d'un projet de loi de révision constitutionnelle. En revanche, pour la commission à laquelle j'ai appartenu dernièrement, la commission des réformes politiques et institutionnelles, pour cette commission, d'abord le chef de l'État a fait le choix de ne pas appeler que des techniciens, mais à rechercher, et je crois qu'il a raison, le président a raison, de rechercher d'abord dans cette commission ce que je peux dire un début de consensus. A voulu dans la commission technicien, constitutionnalistes, politistes, mais aussi quelques hommes politiques qui ont de l'expérience, d'anciens maires, anciens ministres, et plus encore des représentants de partis politiques, parfois même représentants de candidats à l'élection présidentielle, représentants de candidats à la dernière élection présidentielle. Le FCBE était présent, le PRD était présent, la Renaissance du Bénin était présent. Donc, toutes les grandes formations politiques étaient présentes. Donc, c'était une commission politique. Le résultat, c'est quoi? Le résultat, c'est quoi? Je voudrais systématiser ce qui a paru être un peu subliminal dans les tests, dans nos rapports. C'est que la conséquence est que contrairement aux autres commissions, notre commission, la dernière, excusez le thème, n'a rien tranché. Parce que dans son mandat, le président ne lui a demandé de rien trancher. Le président de la République, dans sa lettre de mission, n'a à aucun moment demandé à la commission de trancher. Non, c'est deux choses, professeur Ivo, c'est deux choses. Soit les techniciens étaient donc dans la commission autant que les politiques, et donc ces techniciens peut-être n'ont pas eu voix au chapitre, n'ont pas eu l'aisance pour faire leurs propositions comme d'ordinaire, comme avec les deux dernières commissions. Mais l'autre problème, c'est celui-là que vous abordiez tantôt, à savoir que vous n'avez pas tranché, vous n'êtes pas allé jusqu'à proposer un texte final à soumettre. Bien sûr. Puisque le président nous a, dans la lettre de mission, beaucoup n'ont pas eu accès à la lettre de mission du président. Au mandat. Les membres de la commission. Non, je parle de l'opinion. De l'opinion. Les membres de la commission, bien sûr, que le président nous a dit, sur tel point, voici ce que je voudrais, voici ce que je pense, voici ce que... Qu'est-ce que vous pensez? Donc, si vous relisez le rapport, mais les trois rapports sont disponibles. Le rapport Glele, le rapport Nyolofo et le rapport de la dernière commission des réformes politiques et institutionnelles. Si vous prenez les trois rapports, vous verrez que le premier rapport, le deuxième rapport accompagné de projet de loi de révision constitutionnelle, troisième rapport d'équilibre politique. Pourquoi? Parce que dans cette commission, vous avez des personnes qui n'ont aucune idée en commun, qui n'ont politiquement aucune sensibilité en commun, et qui n'ont pas la même perspective politique du pays. Et donc, qui sur tous les points, il y en a qui sont d'accord, il y en a qui ne sont pas d'accord. Si mais on nous a dit que sur certains points, il y a des accords qui se sont faits. Vous êtes accordés sur un certain nombre de questions. Parce que, écoutez ce que vous dites, c'est le chef de l'État vous a posé des questions. Je voudrais faire telle chose et telle chose, telle chose. Qu'est-ce que vous en pensez? Ou comment cela peut se faire? Ou qu'est-ce que vous me préconisez? C'est un peu ça la logique de la commission. C'est exactement ça. Alors, si c'est cela... sur les questions qui vous avaient été posées, certainement que vous avez apporté des réponses et il paraîtrait, n'étant pas membre de la commission, qu'il y avait des points sur lesquels vous vous êtes accordés, vous avez convenu ensemble que, ben oui, ça, on peut le faire. Est-ce que c'est effectif? Il y a quelques idées sur lesquelles, effectivement, il y a eu un consensus de l'ensemble des acteurs. Mais les points clés
si vous voulez, les points qui fâchent. La commission s'est entendue pour livrer au président les opinions en présence, les avantages et les inconvénients. Il revenait donc au président de la République et au gouvernement de faire son arbitrage, de trancher, de retenir ce qui lui paraît exploitable dans la commission. En plus, quand je dis que le président de la République a raison dès le début d'avoir recherché dans la composition de la commission le consensus, ça a non seulement impacté le travail de la commission, puisqu'au fond, en recherchant le consensus, le président ne s'est pas adressé à un groupe de techniciens qui lui accouchent de façon froide, quelles que soient les options du président, ce que le groupe pense. Le président est donc obligé, comme il a commencé, et moi je suis persuadé, le 6 mai, lorsque le président installe la commission, président de la République, qu'est-ce qu'il dit? Le président dit, le 6 mai, je vous confie le travail de la réflexion. À la fin de vos travaux, je saisirai le Parlement et après le Parlement, je convoquerai un référendum les Béninois. À ce niveau, moi je donne entièrement et pleinement raison au président de la République d'avoir, compris l'enjeu de ce que, pour rompre avec le passé, la suspicion, pour rompre avec ce qui a plombé les différents projets portés depuis 2007 par le président Boniaï, projet de révision constitutionnelle, pour rompre avec cette suspicion, cette méfiance et à la fin cette résistance de notre pays à la révision de sa constitution, le président a raison d'avoir compris très tôt, de rechercher le consensus premièrement dans la commission, et comme il a commencé par rechercher le consensus dans la commission, moi je pense qu'il a raison de dire à la fin du processus, il a raison de dire, laissez-moi finir, de dire à la fin du processus que le projet sera validé par les Béninois. Pensez-vous sincèrement que le chef de l'État, Patrice Talon, est toujours aujourd'hui sur la voie du référendum? Vigile avancé, moi je suis un juriste. J'ai la faiblesse d'être un juriste. Je m'en tiens. Je vous l'ai dit tout à l'heure, une grande considération, une grande loyauté pour les hautes personnalités politiques. Le président de la République a été élu massivement par les Béninois. Il a pris un engagement devant la commission, devant le pays. Et au moment où je vous parle, moi je n'ai à aucun moment entendu le président de la République revenir sur sa parole et sur sa promesse. Au moment où je vous parle, le président de la République, le président Patrice Talon, n'a fait aucune annonce contraire à l'engagement qu'il a pris dès le début, réaffirmé le 6 mai 2016 devant la commission. J'étais à 2 mètres de lui. Le président de la République n'a pas dit le contraire. Et moi je considère que le président ne peut pas dire le contraire et ne peut pas faire le contraire. Vous savez pourquoi? Pourquoi? Je vais vous expliquer. Pour que vous compreniez la responsabilité qui est celle du chef de l'État, il faut savoir d'abord qu'est-ce qu'on modifie. Sur quoi porte la révision? C'est-à-dire, qu'est-ce qui veut être révisé? C'est la constitution du Bénin. Premièrement. Deuxièmement, quelle constitution? Je l'ai dit au début, vous m'avez pris pour un amoureux de la constitution, je le suis. Je l'ai dit au début, le pays veut réviser une constitution stable de 27 ans qui n'a apporté à ce pays que du bonheur et plus que n'importe quelle autre constitution dans l'histoire politique du Bénin. Mais en même temps, la constitution n'est pas la Bible, professeur Ivo. C'est pas la Bible, notre constitution quand même. La Bible est inspirée de Dieu, commandée par Dieu. La constitution du Bénin est sur terre, sur le territoire du Bénin, ce que je peux considérer comme étant notre Bible constitutionnelle, parce que inspirée et commandée par le peuple souverain. Donc, c'est cette constitution qu'on veut toucher. Ensuite, qu'est-ce qu'on veut toucher? C'est pas comme la révision de 2006, c'est pas comme
l'Assemblée nationale qui décide de réécrire l'article 80 de la Constitution, un article qui change que son mandat, qui le fait rétroagir. Ce n'est pas que ça. Je vous dis, tout change. Tout. Tout. Si on adopte le test, la vie de demain ne sera plus pareille que celle qu'on a aujourd'hui. Qu'est-ce qui va changer dans la vie politique ou la vie nationale, notre vivre en commun? Qu'est-ce qui va changer? Si vous permettez, avant la vie, est-ce que quand vous avez lu le projet transmis à l'Assemblée nationale, vous avez vu que c'est plus ou moins resté fidèle aux propositions pour les points que vous avez tranchés? Cela est resté fidèle donc à ce que vous avez fait dans la commission Yogweno. Le président a repris un certain nombre d'idées brassées dans la commission. Et je vous le rappelle, ne l'oubliez pas, je vous ai dit que c'est une commission politique et technique qui, sur beaucoup de points, a présenté au président de la République sur les idées qu'il nous a avancées, les avantages et les inconvénients. Donc, je vous expliquais que pourquoi le président est obligé d'aller au référendum? Parce que, un, il s'agit de cette constitution, et deux, les éléments qu'on touche sont d'une part une modification substantielle de notre pacte social. Dans l'histoire d'un pays, c'est rare de dégager un élément d'union, d'unité, de consensus dans un pays. Et les Béninois, les Dahoméens, depuis 1960, ont trouvé dans la constitution Glélé, dans la constitution de 90, un pacte social, un lien fort, ce qui explique que depuis 2017, les Béninois n'ont fait que résister toujours à toute modification qui peut affaisser l'architecture et qui peut, à la limite, peut-être nous faire l'expérience de l'instabilité. Et comme le président sait qu'on ne peut pas faire une telle modification, qu'on ne peut pas redessiner le destin politique du pays dans le dos de l'opinion, sans le peuple, sans l'informer, en barricadant le débat, en faisant un débat de juristes, d'intellectuels, débat entre deux institutions, comme le président le sait, lui il a dit très tôt, permettez-moi de continuer, si vous le prenez de cette façon, permettez-moi de continuer d'être encore naïf. Parce que le président a dit, je fais le référendum. Est-ce que vous l'avez entendu, Wilfried Adou, Vigile Awansé? Vous avez entendu? Si oui, rapportez-moi si le président, à un moment ou à un autre, est revenu sur sa parole. Alors, dans votre développement, professeur Ivo, vous semblez mettre en filigrane cette histoire de consensus national. La Cour constitutionnelle, dans sa décision DCC 06-074 du 8 juillet 2006, a révélé, ou plutôt a élevé, j'allais dire, le consensus national au rang de principe à valeur constitutionnelle. Certains juristes soutiennent que la haute juridiction n'a pas suffisamment clarifié ce contexte. Et dans ce débat, le débat ambiant, beaucoup font référence à cette fameuse ou ce fameux consensus national. Que doit-on comprendre aujourd'hui concrètement du consensus national dans le contexte tourmenté de la révision de la Constitution aujourd'hui? Je pense que la Cour a été plus ou moins claire, et le reste du débat reste dans l'intimité de sa décision. C'est-à-dire qu'il n'y a que la Cour constitutionnelle pour nous expliquer. Nous avons tenté dans les facultés de droit, nous avons tenté... Donc vous-même, vous n'avez pas compris ce que ça voulait dire? Non, nous avons tenté d'expliquer, parce que le seul interprète de la Constitution, c'est le juge constitutionnel. Nous pouvons avoir des interprétations qui peuvent, à un moment ou à un autre, être battues en brèche par le juge constitutionnel. D'accord. Le juge a dit, consensus national, retenez que la Cour constitutionnelle a retoqué, a censuré, a invalidé le projet de loi, non, la loi de révision constitutionnelle adoptée par le Parlement en 2006, en lui opposant le consensus national sur un seul article. Un seul. Et rien d'autre ne change. La Cour nous dira ce qu'elle entend, ce qu'elle entendra par consensus national, jusqu'où le consensus peut aller lorsque la révision est si lourde, est si étendue, est si profonde. Est-ce que le consensus, selon la Cour, doit s'arrêter à la seule composition de la commission des réformes politiques et institutionnelles? Est-ce que, selon la Cour, on peut considérer que
comme le dit le projet de décret du gouvernement, que les consultations qui ont été faites par le chef de l'État, en recevant les rois, en recevant les groupes politiques représentés au Parlement, est-ce que la Cour considère qu'il y a une mise en œuvre suffisante du consensus national? Est-ce que, voilà, ça, c'est l'autre question que je voulais poser également. Est-ce qu'il n'est pas possible à la Cour de considérer que la commission à laquelle vous avez appartenu, n'étant pas une commission exclusivement composée de juristes, parce que paraît-il, la Constitution est chose trop sérieuse pour qu'on la confie exclusivement aux juristes. Et comme ça, c'est une commission politique dans laquelle on retrouve toutes les sensibilités politiques du pays. Et si on prend ce consensus qui s'est établi, mettons comme ça en griffe, dans cette commission, ajouté au consensus qui pourrait se dégager à l'Assemblée nationale, est-ce que l'un ajouté à l'autre ne nous donne pas le consensus national dont la Cour parle? Wilfried Adon, je vais être plus clair et en profiter pour répondre à une autre question lancinante dans l'opinion. Le Parlement béninois, habilité, il est vrai, par la Constitution, à adopter, à valider une révision constitutionnelle, est-il, dans le cas d'espèce, habilité, compétent, légitime, pour valider définitivement à son niveau le projet qui lui a été envoyé par le gouvernement? Est-ce qu'on peut considérer que, dans la droite ligne de votre réponse, Wilfried Adon, que le consensus national peut être étendu, peut être vidé par l'adoption par le Parlement? C'est vrai, qui est une institution, une des institutions, le constituant dérivé, le pouvoir constituant dérivé. Est-ce que c'est suffisant? Je vais vous le dire avec la plus grande gravité et peut-être interpeller notre représentation nationale. Il y a la lettre de la Constitution, il y a l'esprit de la Constitution. Il y a en démocratie la légalité et la légitimité démocratique. La légalité constitutionnelle confère au Parlement béninois, comme certains juristes l'ont dit dans la presse ces derniers jours, ils ont soutenu que oui, le Parlement, oui, la Constitution habilite le Parlement à le faire. C'est vrai. Puisque nous sommes dans une démocratie représentative. C'est vrai. En venant sur votre plateau, je me suis juré, comme je l'ai fait à chaque fois, de dire la vérité, même si elle dérange. C'est vrai. Le Parlement peut. Le Parlement peut, par 2 votes séparés, 3/4 et 4/5 valider l'adoption du projet que lui a transmis le gouvernement. Mais, posons-nous une question très simple. Le Burkina Faso, demandez, et ceux qui en parlent dans la presse, j'espère qu'ils seront là après pour répondre, ceux qui expliquent que le Parlement béninois peut, à lui tout seul, même si c'est la représentation du peuple, que le Parlement peut, à lui tout seul, valider une modification substantielle de la Constitution, c'est-à-dire un changement de règle radical de la Constitution, concernant 43 articles, suppression d'une institution que le peuple a installée, ensuite, modification des mandats de toutes les institutions, pas de toutes, de plusieurs institutions, que le Parlement est seul habilité à changer les règles liées aux immunités, à la responsabilité pénale, en gros, à tout dans la Constitution. Oui, mais attendez. Si le Parlement ne peut pas faire ça, pourquoi alors le Constituant a mis ça dans la Constitution? Wilfried Adon, attendez. Abordons les choses sérieuses avec gravité. D'accord. Je dis, je le répète, tout a changé dans la Constitution. Je dis tout, et je pèse mes mots. Je suis prêt, modestement, à en parler. 43 articles ont changé. Je suis prêt. 660, c'est pas tout, professeur. Je suis prêt à en parler avec tous ceux qui ne partagent pas mon avis. D'accord. Que on serait heureux de recevoir un tel débat, Vigile. Que presque tout, dans la substance, quand je dis tout, ne voyez pas que le nombre d'articles. Presque tout dans la substance, tout a changé. L'architecture. La structure, l'édifice n'est plus le même. Attention,
Il faut que ce soit clair. L'édifice n'est plus le même. Maintenant, est-ce que le Parlement seul, une constitution qui est établie par les Béninois à plus de 70%, établie par les Béninois, par référendum, défendue par les Béninois, qui ont pris des risques, certains ont risqué leur vie pour la défendre face à un pouvoir qui voulait, selon eux, la modifier de façon opportuniste. Est-ce que vous pensez que le Parlement peut prendre sur lui seul la responsabilité? C'est la raison pour laquelle je dis que ceux qui en parlent, vous leur demanderez, les jeunes burkinabés qui ont brûlé le Parlement burkinabé, qui ont poussé à la porte le président Compaoré, vous leur demandez. Vous ne souhaitez pas ça pour non, le Bénin quand même. Je suis un républicain. D'accord. Vous leur demandez, je vous donne un exemple, vous leur demandez, si ces jeunes n'avaient pas conscience, ne savaient pas que le Parlement béninois, que le Parlement burkinabé était parfaitement dans son droit de réviser l'article 37 de la Constitution, que le Parlement sénégalais, en 2011, le 23 juin 2011, les jeunes qui ont investi les rues pour empêcher le président Ouad de faire 2 révisions majeures, sur 2 points majeurs, est-ce que vous voulez leur dire à ces jeunes qui ne savaient pas que le Parlement pouvait, à lui tout seul, faire cette révision? C'est pourquoi j'appelle la classe politique à, on va dire, au sens de grande responsabilité pour comprendre que il y a la légalité constitutionnelle, il y a la légitimité, et ne faisons pas en sorte, si on laisse le projet actuel tel qu'il est parti, n'en faisons pas une révision à vive allure, une révision au forceps, au pas de charge, révision intellectuelle, enfermée entre juristes, enfermée en 2 institutions. Le peuple ne doit rien en savoir. N'en faisons pas ça, et surtout, ne coupons pas le peuple béninois de sa constitution. Je arrive contre le référendum. Certains sont en train de proposer aujourd'hui la consultation à initier par l'Assemblée nationale, un peu comme elle le fait déjà quand il s'agit du vote du budget, à savoir consulter toutes les entités du pays, n'est-ce pas, pour pouvoir établir ce consensus-là. Est-ce que pour vous, cela pourrait être une solution à la place du référendum? Je n'ai pas de conseil à donner à l'Assemblée. L'Assemblée nationale est dirigée par une... Est-ce que si ça se faisait, cela vaut le... Non, pas valoir. Est-ce que... on peut prendre cela à la place comme le consensus. Voilà, le consensus. Le Parlement béninois, l'Assemblée nationale de notre pays est dirigée par un homme de grande expérience, pour qui j'ai beaucoup d'affection, de respect, de considération. Et je sais que le président André Oumbédi a pleine conscience des enjeux, de ce que notre pays est à un tournant, et que toute initiative tendant à populariser le projet du gouvernement, à populariser le projet, à le faire assimiler aux Béninois, à le faire digérer par les Béninois, à les faire adhérer aux idées du président de la République, président Talon, toute initiative de la part du gouvernement, comme de la part des organisations de la société civile, ou encore du Parlement lui-même qui a l'habitude d'aller au contact des populations. Je dis, toute initiative allant dans ce sens ne peut que faciliter la tâche au président de la République. Mieux. Je voudrais aller plus loin et expliquer que, contrairement à ce que j'entends, parler simplement de débat, c'est-à-dire de discussion dans les marchés, à l'université, dans les lieux de travail, ne remplace pas l'issue finale que le président de la République a lui-même fixée comme cap, c'est-à-dire le référendum. Enfin, pour être complet sur le sujet, je voudrais, pour moi, dire que le référendum, dans le projet qui est parti, quand vous prenez la structure, j'invite les Béninois vraiment à prendre le temps de lire les propositions qui sont faites. Si vous voyez les propositions qui sont faites, le référendum, pour valider ce projet de révision constitutionnelle, le référendum n'est pas qu'une option. Ce n'est pas une option. C'est quoi? C'est la seule issue. Il n'y a rien d'autre à faire
qu'à la fin, même pour la sécurité du président de la République, de faire valider ces options par ceux qui l'ont élu. Oui, mais qu'est-ce que vous faites du pouvoir d'amendement des députés? Le projet peut ne pas être adopté en la forme. Que faites-vous également de la Cour constitutionnelle, qui est quand même le juge constitutionnel qui, en dernier ressort, peut dire si la démarche, l'approche, le contenu sont conformes à l'esprit et la lettre de la Constitution? Chacun jouera son rôle. Vous savez, la Constitution est claire sur la question. On a 2 votes séparés, 2 étapes séparées, les 3 quarts. Pour la prise en considération, à ce niveau, les parlementaires peuvent, en faisant leur débat, prendre en considération un test qui prendra en compte leurs amendements. La prise en considération. Mais les 4/5 qui, si c'était une révision légère, si c'était vraiment une révision qui ne redessine rien, qui ne change pas la nature du test, qui ne change pas les institutions, qui ne les destine pas autrement, qui ne nous donne pas une autre constitution. Si c'était une révision vraiment légère sur ce dont on a toujours parlé dans ce pays, les 2 tours, le statut du président qui entre, voilà, quelques éléments, la création de la Cour des comptes, on est tous d'accord. Si ce n'était que ça, on peut dire d'accord, on fait le débat, on popularise, on explique aux Béninois, et le Parlement adopte au 4/5. Mais les 4/5 dans ce cas-ci ne sont pas obligatoires. Je dirais même, le Parlement lui-même a intérêt, les parlementaires, nos députés ont intérêt à les convaincre, leur électorat, d'apporter leur soutien aux idées du président. Parce que, comme le dit le chef de l'État, il a foi, il est convaincu que ces idées lui permettront d'atteindre ses résultats et mieux, peut-être, de conforter le modèle. Si c'est pour conforter le modèle, mais dites-moi, M. Adoum, M. Awansé, qui a peur du peuple? Le peuple est un recours en démocratie. Doit-on s'en méfier? Qui a peur du peuple? Vous connaissez un seul. J'ai dit que je suis venu avec des questions. Vous connaissez une personne. Vous ne risquez pas de trouver les réponses ici. Non, attendez. Vous ne risquez pas de trouver les réponses ici. Est-ce que vous vous connaissez quelqu'un qui est contre le référendum? Qui est contre qu'on appelle le peuple à venir consolider notre pacte social? Vous connaissez quelqu'un? Vous en connaissez un seul? Alors, vous êtes juriste. Comment va-t-on vers le référendum? Sur quelle entité faut agir à l'Assemblée nationale, n'est-ce pas? Pour qu'on n'ait pas les... Députés attendus votaient, comme certains le disent, que doit faire le président de la République? Est-ce que, en décidant après le vote des 67 d'engager un référendum quand même, est-ce qu'il ne violerait pas la même constitution? Non, ne nous perdons pas. Le maître du jeu, c'est pour ça que moi je suis pas inquiet. Le maître du jeu, c'est le chef de l'État. Comment ça? Je vais vous expliquer. De mettre le maître quand le projet va à l'Assemblée? Je vais vous expliquer. Le maître du jeu, c'est le président de la République. S'il n'était pas le maître du jeu, je vous comprends, hein, vous faites votre job, vous faites semblant de ne pas comprendre les choses. En posant les questions, les questions auxquelles vous avez des réponses. Donc pas forcément. Le président est le maître du jeu. S'il n'était pas le maître du jeu, il n'imprimerait pas dès le début, le 6 mai 2016, en installant la commission, il n'imprimerait pas le rythme en disant « Je vais soumettre le projet au Parlement et plus tard en convoquant un référendum. » Et d'ailleurs, dans la foulée de cette promesse, le chef de l'État, pragmatique comme on le connaît, a immédiatement pris langue avec les institutions chargées de la mise en œuvre d'un référendum, de l'organisation d'un référendum. Ça veut dire quoi? C'est un projet porté par le gouvernement, le président de la République. Ce n'est pas une proposition, ce n'est pas un député qui porte le texte. Et d'ailleurs, le gouvernement dit, ça fait partie du programme d'action du gouvernement. C'est un des piliers. Ah, très bien, si c'est un des piliers, c'est le président qui a le contrôle du destin du test. Je l'envoie au Parlement pour l'étape incontournable des 3 quarts. Et après, j'informe les députés que pour la validation, je veux m'en référer au peuple béninois. Pour que l'alliance qui a été scellée en 90, le pacte social qui a été scellé entre le peuple béninois et sa constitution, ne soit pas rompu. Oui, mais mécaniquement, comment on y arrive? Comment on fait pour avoir en deçà des 67 députés?
Non, c'est 2 votes séparés, M. Avancé. Et après le premier vote, on engage le second. Vote 4/5. Non. Comment on fait pour avoir moins de... Non. C'est-à-dire que si au premier vote, on a même l'unanimité, si au premier vote de la prise en considération, on a même l'unanimité, On va quand même au second vote pour absolument. valider le texte final. Pour valider le texte final. C'est à ce niveau que le président choisit, lorsqu'il a fini la première étape des 3 cas, de la prise en considération. Il est requis 3 cas, il peut avoir l'unanimité. Mais c'est les 3 cas qui sont requis. Le président peut choisir de dire, je fais valider le test par l'opinion. Donc ne continuez plus, monsieur. Je reprends mon test et je le soumets. Je le soumets à référendum. D'accord. Très bien. Alors, à vous écouter depuis le début de cette émission, professeur Joël Aïvo, vous semblez laisser entrevoir plein de dangers pour nous dans ce projet de constitution. Pourtant, ce texte, j'ai essayé de le lire en filigrane. Il y a quand même des avancées importantes pour la pratique démocratique dans notre pays. L'allègement, par exemple, du régime immunitaire des dirigeants dans ce pays. Vous savez que quand quelques personnes font des dégâts en matière de gestion publique, ils vont se réfugier à l'Assemblée nationale. Ça, ce n'est pas un secret, tout le monde le sait. On a parlé, par exemple, on a mis en évidence la réduction du train de vie de l'État. Quand il y a autant de pauvreté que tout le monde se plaint et que les dirigeants, eux, sont à l'abri du besoin, non seulement à l'abri du besoin, mais également ils se la coulent douce, ça pose des problèmes à un certain nombre de personnes. On a parlé de l'indépendance des institutions de contre-pouvoir, du financement public des partis politiques. On a parlé par exemple de l'abolition de la peine de mort, de l'instauration de la Cour des comptes, et j'en passe. Mais alors, quels sont les dangers substantiels qui devraient nous faire craindre, n'est-ce pas, ce projet de révision? Wilfried Adon, vous avez lu dans ma pensée, mais vous n'avez pas lu précisément. Je n'ai jamais. Je n'ai jamais. Je passe donc. Non, je n'ai jamais laissé entrevoir un danger. Ah, d'accord. Je n'ai jamais laissé entrevoir un danger, premièrement. Deuxièmement, ne vous laissez pas, ne tombez pas dans le piège des vendeurs d'illusions. Ah oui, parce qu'il y en a. Je vais vous expliquer. D'accord. Ne tombez dans le piège de ceux qui sont obligés de vendre un rêve, de ceux qui sont obligés de s'accrocher à toutes les branches pour faire passer une idée. Et d'ailleurs, le pays n'en a pas besoin. Vous savez, nous avons une constitution, nous sommes d'accord, y compris ceux qui la combattent, nous sommes d'accord que c'est une très bonne constitution. Mais en même temps, nous sommes d'accord qu'elle n'est pas parfaite. Et nous sommes d'accord qu'il faut la réviser. D'accord. Tout le monde est d'accord. Nous sommes d'accord depuis longtemps qu'il faut la réviser. Le discours varie pour certains. Elle ne sera jamais révisée et il faut la réviser maintenant. Non. Elle est bonne, elle n'est pas parfaite, on peut la réviser. Nous sommes d'accord sur ça. Le président de la République a pris des engagements. Il a dégagé quelques grandes options constitutionnelles. Et donc, il ne faut pas faire croire aux gens que c'est la Constitution qui va faire qu'on va atteindre un rythme de croissance qu'on n'a pas maintenant. Les politiques publiques, c'est vrai, ont une certaine assise dans la Constitution, mais la Constitution n'a rien à voir avec la pauvreté. Ce discours avait été utilisé sous le président Boniaï par certains de ses partisans, que cette Constitution ne permettait pas telle chose, cette Constitution ne permettait pas telle chose, mais ils oublient souvent de dire aux Béninois ce que cette Constitution nous a apporté. La stabilité, la paix. Depuis 27 ans, personne n'a mis son matelas sur la tête pour se retrouver dans les frontières du Nigeria. Mais ils disent autrement, c'est la paix sans le pain aujourd'hui. La paix sans pain. Le pain n'est pas compromis par la Constitution. Le pain n'est pas compromis. Donc, ne tombez pas dans le piège de ceux qui sont obligés de s'accrocher à toutes les branches, d'accuser la Constitution, y compris même des accidents de route, pour la réviser. Non, nous sommes d'accord qu'il faut la réviser. Maintenant, la différence, au fond, mes divergences avec le projet, mon désaccord porte sur 2 choses. La première, c'est la procédure. Je trouve que la façon dont la procédure a été lancée fait passer le projet de révision, cette révision à vive allure, presque à donner le vertige au peuple, sans débat, presque en faisant boucler le bec à tout le monde.
le gouvernement l'adopte. La petite phrase, le mois de mars sera le mois de la révision, c'est à cela que vous faites allusion. Le gouvernement l'adopte, le test pas au Parlement, le débat est terminé, c'est clos, le Parlement l'adopte, en session extraordinaire, en procédure d'urgence, on y va, vive allure, personne n'a le temps de réfléchir, personne n'a le temps d'en parler, le peuple n'a même pas le droit d'être informé. Le pire, moi je ne parle pas du chef de l'État, parce que je m'en tiens à ce qu'il a dit, le pire pour beaucoup, le débat est clos. C'est terminé depuis l'élection présidentielle, c'est fini. Oui, mais quand vous dites... Mais en même tout ça, tout ce que vous dites est dans les textes, professeur Ivo. Oui, et c'est là où je suis, moi, n'étant pas juriste, ne comprenant rien de ces choses-là, je suis quand même un peu perdu dans ce débat. Tout ce que vous dites là, et que vous dites, ouais, on ne doit pas faire, on ne doit pas faire, ça se trouve dans les tests en même temps. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On met les tests sous le boisseau, et puis on agit? Ou qu'est-ce qu'on fait? Franchement, je suis un peu perdu. Non, ne soyez pas perdu. Retrouvez votre esprit. D'accord. Wilfried Dadoum, qu'est-ce que les Béninois ont reproché au président Boni Yayi? Qui voulait réviser en fin de mandat pour proroger son mandat. Non. Oui, il y avait ça un peu dedans aussi. Attention. Oui. Attention, ayons de la mémoire, soyons justes jusqu'au bout. Le président Boni Yayi a commencé à parler de révision constitutionnelle 1 an après son élection, 2007. 2007. Il a concrétisé quand? Non, jamais concrétisé. Vous savez pourquoi? Ce n'est pas pour n'avoir pas respecté les tests. Non. C'est pour n'avoir pas suffisamment associé les Béninois et c'est pour avoir donné le sentiment à un moment donné de vouloir en faire une révision personnelle, un enjeu personnel, la révision d'un clan contre le pays. Donc ce qui est en cause, ce n'est pas le respect des tests, personne n'en parle. C'est la prérogative du gouvernement de concevoir un test. C'est d'ailleurs l'obligation pour le chef de l'État de dégager une vision constitutionnelle. Ce qu'il fait, il transmet au Parlement, mais les temps ont changé. Les temps ont changé. Moi, j'ai la conviction que les temps ont changé. Donc, comme les temps ont changé, comme le temps politique a changé, la pratique doit changer. Ce n'est pas les tests. Mais vous imaginez, est-ce que vous concevez? Au début, je vous ai dit que je suis bouleversé. Je trouve que le Bénin, notre peuple, ne mérite pas qu'on lance un débat sur une constitution qu'il a défendue avec autant de constance face au président Boni Yayi. Notre peuple ne mérite pas d'être barricadé, d'être mis de côté dans la révision, dans la reformulation de ce texte. Première divergence que j'ai, c'est la procédure. Vive allure, révision au pas de charge, à pas forcé, tout le monde silence, plus personne n'en parle, allez on y va. Je ne suis pas d'accord. La méthode. Les temps ont changé, la pratique doit changer, premièrement. Deuxièmement, le fond de la réforme. Le fond. C'est ma conviction d'un modeste pèlerin constitutionnel qui a vu, qui a regardé, qui a conseillé et qui a parfois vendu le modèle béninois chèrement et acheté avec enthousiasme à l'étranger. Ma conviction, c'est que cette constitution, s'il faut l'amender, il faut l'amender avec mesure. C'est-à-dire 5 points, non. 5 dispositions, non. 7, 10, non. Combien faut-il l'amender à votre avis? Je ne partage pas, et ceci dès le début. Je ne dévoilerai pas les secrets des échanges dans la commission, mais je ne partage pas dès le début que le Conseil des ministres dise comme justification de la révision qu'il y a une surpuissance nuisible du président de la République. Mais ça, le candidat Patrice Talon l'a dit. Il a dit tout le temps pendant sa campagne. Une surpuissance nuisible du président de la République. Selon vous, c'est faux. Attendez. Si le Conseil des ministres dit que la présidence Boni Yayi a été une surpuissance nuisible, à la limite, je peux comprendre. C'est une opinion politique dans ces conditions. Oui, mais en même temps, est-ce que on ne peut pas considérer que la Constitution a offert au président Boni Yayi cette surpuissance dont vous parlez, a offert la possibilité d'user, d'abuser des failles présentées par la Constitution elle-même? Vous savez, les questions constitutionnelles, notamment la Constitution, j'ai dit, ce n'est pas une affaire des intellectuels,
J'ai dit aussi que ce n'est pas une affaire des juristes. Elle est trop sérieuse pour qu'on en parle avec autant d'activisme, parfois avec des arguments politiques. Elle est trop sérieuse parce que chaque mot dans la Constitution a une conséquence. Je peux vous en parler après. Mais je dis que je ne partage pas ce que dit le Conseil des ministres, qu'il y a une surpuissance nuisible du président de la République. Attention, j'ai dit, nous n'avons même pas besoin de consulter le FA. Nous n'avons même pas besoin de demander des messes pour comprendre pourquoi nous sommes si stables. Vous savez pourquoi? Le constituant de 1990, en regardant le parcours politique du Bénin, en regardant dans notre histoire, dans notre pratique, en psychanalysant nos crises, nos errements, l'enfant malade, a trouvé un point comme étant le pivot du régime, comme étant la clé de voûte du régime. Dans tout régime politique au monde, si vous regardez, il y a une réponse à l'histoire de ce pays. Au Bénin, ce qui est appelé surpuissance du président de la République n'est pas un problème, c'est une solution. Ah bon? C'est un point d'ancrage du régime. C'est l'option, ce n'est pas un hasard. Je le dis à chaque fois. C'est-à-dire, nous n'avons pas choisi de donner autant de pouvoir au président par hasard. Nous n'avons pas non plus choisi d'avoir le régime présidentiel au lieu du régime semi-présidentiel par hasard. Nous avons choisi, le constituant béninois et le peuple béninois a choisi de faire du président de la République un point d'ancrage. Maintenant, le point d'ancrage est diversement vécu. C'est pour ça que je vous dis, si vous dites que sous le président Kélékou pendant 10 ans, il y a une surpuissance, vous n'aurez pas raison. On dira, mesurez vos propos. Si vous dites, sous le président Boni Yayi, il y a un exercice excessif de la puissance du président, je dirais, c'est pas faux. Mais de généraliser et de chercher à partir de ce moment à dire que la philosophie de la révision doit être une philosophie qui discipline et qui affaiblit le président de la République, nous allons, si les options qui sont faites par le gouvernement sont validées par le peuple béninois, nous allons faire une autre expérience que celle que nous avons eue jusqu'à maintenant. Et peut-être à partir de ce moment, nous pourrions savoir quelles sont les conséquences, les finalités des choix que nous avons pris. Oui, ben, que voulez-vous dire? Que le chef de l'État continue de choisir le président de la RAC. C'est ça qui est beau, c'est ça qui est la philosophie de la Constitution du 11 décembre 1990. Que caporaliser les institutions. Donc, mais on a vu tout ça, il y a cette possibilité. De la Cour suprême, ça reste toujours le président, j'allais dire, de la magistrature, du Conseil supérieur de la magistrature, que ça continue d'être le chef de l'État. Pour vous, tout ça ne pose aucun problème, professeur Ivo? Vous savez, il y a quelques dysfonctionnements. Je vous disais tout à l'heure que je voulais vous raconter une anecdote, deux même. Allez-y. J'ai rencontré dans une de mes missions un président de cour de cassation qui est l'équivalent de notre cour suprême ici, un pays africain, magistrat de cour de cassation, qui est devenu, par la même réforme, président du Conseil supérieur de la magistrature. Et donc, au fond, on rencontre un président heureux qui a remplacé le président de la République au Conseil supérieur de la magistrature. Eh bien non. Vous savez ce que cette personne nous dit? Ce président de Cour de cassation, qui est devenu président du Conseil supérieur de la magistrature, nous a dit, je n'en veux pas. Ah bon? Pourquoi? On dit pourquoi? Depuis que la justice a été livrée aux magistrats, la justice est devenue un terrain de combat entre associations de magistrats, entre syndicats de magistrats. Et donc les conseils supérieurs de magistrature ne sont plus... Les sessions ne sont plus sereines. Je n'en veux pas. C'est des terrains d'affrontement. C'est des terrains d'affrontement. Mais ça, c'est un contexte à eux, dans ce pays-là. C'est pas faux. Mais c'est une expérience qu'il faut écouter et prendre en considération. Ce n'est pas fini. Le garde des Sceaux de ce même pays, un jour, dit
J'entends beaucoup de choses sur le continent. Ce qui est un rêve dans beaucoup de pays, nous l'avons concrétisé chez nous. Et nous nous apprêtons à faire le chemin inverse. Pourquoi? Il dit parce que cette conception de l'indépendance est une conception illusoire. Et tant que le crabe n'est pas tombé dans l'eau chaude, il n'a pas conscience que l'eau peut exister dans deux versants. Première anecdote. Dans d'autres pays, les mêmes, on va dire, les mêmes idées de réforme ont précipité. Cette fois-ci, je n'irai pas jusqu'au bout parce que c'est sensible. Les mêmes réformes qui déconfigurent tout ont précipité des pays dans l'instabilité. J'ai rencontré des dirigeants, parlé avec des personnalités qui expliquent que tout est parti de révisions mal contrôlées, de révisions constitutionnelles non consensuelles et de révisions constitutionnelles qui n'ont pas eu l'adhésion du pays. Et c'est pour ça que je dis que faisons attention à ne pas couper les Béninois de leur constitution. Faisons attention à ne pas, à la fin, donner le sentiment que ce projet qui est pensé de longue date par le chef de l'État, que ce projet est le projet d'un clan, est le projet d'un groupe, et que cette constitution est à la fin leur constitution et plus celle du Bénin. Et qu'en conséquence, comme c'est le cas dans beaucoup de pays, sortez vos antennes, regardez ce qui se passe autour de nous. Que cette révision, que cette constitution ne soit finalement combattue par les Béninois, ne soit plus défendue par les Béninois, que les Béninois aient une relation distante de résistance à l'égard d'une constitution qu'on leur aurait imposée. C'est pourquoi, je le redis, le référendum, ce n'est pas une option. C'est la seule issue, c'est la solution. J'invite le président de la République à rester fidèle à la ligne qu'il a tracée en convoquant les Béninois, en les invitant, en faisant partager ces options à son peuple qu'il a élu et qui, je n'ai aucun doute, le comprendra et lui donnera la réponse qui sied. Oui, mais tout porte à croire que le président de la République entend à changer de projet. C'est-à-dire, le référendum, ce n'est plus son projet. C'est vous qui le disiez. Moi, je vous ai dit qu'il n'a pas changé de projet. Mais, parlons sérieux. Puisque je vous ai dit... Vous avez lu donc, le décret de transmission du projet à l'Assemblée nationale. Nulle part, il n'y a fait référence à cela. Et mieux, vous n'allez pas soupçonner que le chef de l'État n'était pas à ce conseil des ministres qui a adopté ce décret, non? Non, vous savez, je ne peux pas admettre que le président de la République, je ne peux pas admettre qu'il a changé d'avis. Vous savez pourquoi? Pourquoi? Les conséquences seront très graves pour son mandat et presque dévastatrices. C'est quoi les conséquences? Invitez-moi une autre fois. Parce que pour l'instant, moi, je n'ai pas changé d'avis. Je ne crois pas autre chose qu'à ce que le président a dit le 6 mai en face de moi. Et j'ai dit que je lui donne raison, que je l'appuie dans ce sens qu'il faut qu'il aille au référendum qu'il a promis pour que cette constitution reste le pacte social, le socle porteur de nos espérances. Oh, mais si à la fin du processus, la Cour, elle à son tour, appuyait donc le chef de l'État et le Parlement. C'est-à-dire, si la Cour disait, bon, c'est bon, tout est nickel, on est désormais dans cette nouvelle constitution. Enfin, c'est ce qu'on ne dit pas assez, professeur Ivor. Si le processus, envers et contre, tout ce que vous êtes en train de dire est engagé et va à son terme, donc on fait une révision parlementaire, que la Cour constitutionnelle consultée, saisie, j'imagine, par un flot de contestataires, finit par dire, ben oui, il n'y a pas de problème, c'est conforme à la Constitution, qu'est-ce qu'on fait? Là, vous faites de la science-fiction. Non, c'est une possibilité. C'est une possibilité qui est en fait par les textes. Oui, une des deux possibilités. C'est même pas, c'est pas un grand nombre. Vous faites de la science-fiction. Comment ça? Et en vérité, je suis de votre école. Hein. Je crois la même chose que vous. Vous faites de la science-fiction, mais vous savez,
la révision qui est en débat, si la Cour constitutionnelle, qui de toutes les façons a déjà dit à plusieurs reprises qu'elle contrôle, non, à une reprise, qu'elle contrôle la conformité des lois constitutionnelles valides, vous me connaissez, vous savez à quel point je m'incline devant les décisions de la Cour. Je suis un constitutionnaliste. Et si la Cour le dit, le débat est clos. C'est une question difficile à poser donc, aux constitutionnalistes. Évidemment, Vigile, on a vu l'embarras du professeur Joël Aïvo à répondre à cette question parce que c'est une question difficile, vous l'avez dit, mais en même temps, c'est une possibilité que on fasse ce chemin-là, puisque, et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est ça qui faisait mon embarras et ma confusion, la confusion à mon niveau aussi. Cette possibilité, pourtant, existe et elle existe dans les textes. Si c'était aussi important de consulter à tout prix le peuple sur la Constitution, etc., pourquoi le constituant s'est-il permis de mettre une telle fenêtre dans la Constitution? Si c'est mis dans la Constitution, c'est pour qu'on puisse l'exploiter, oui ou non? Wilfried Adoum, il y a une fenêtre. La même fenêtre était dans la Constitution quand le Parlement a de son droit révisé l'article 80 en 2006. C'est-à-dire que le Parlement béninois, en révisant en 2006, par la loi constitutionnelle du 23 juin 2006, la Constitution, n'avait rien fait d'autre qu'appliquer la Constitution. Mais le juge lui a opposé ce qui est dans la lettre, dans l'esprit de la Constitution. Ça veut dire quoi? Le consensus. Le consensus. Pour le cas actuel, vous voulez le fond de ma pensée? Oui, allez-y. C'est pour ça que vous êtes là. Le fond de ma pensée, c'est pour ça que j'invite, je le dis avec insistance, que les acteurs respectent les règles du jeu qui n'ont pas changé. Que si il y a la procédure se poursuit de façon forcenée, à vive allure, session extraordinaire, procédure d'urgence, le Parlement qui doit agir un peu comme si on lui tenait les testicules, le pays n'a pas le temps de respirer. Ma modeste expérience, ma petite connaissance du droit constitutionnel, me fait dire, je pèse mes mots, que la révision ne sera ni légitime ni viable. J'ai dit ni légitime et ni viable. Elle sera légale au moins. Attendez. Ni légitime ni viable. Légitime, ça veut dire quoi? Qu'elle ne sera pas adossée à la volonté populaire. Premièrement. Deuxièmement, ni viable, c'est qu'elle court tous les risques. Desquels? D'insécurité juridique, de censure, d'invalidation. Et elle court un risque bien plus grand que le risque juridique. C'est le risque de la défiance populaire. Voilà le principal risque que court la révision si elle ne s'adosse pas à la volonté du pays, si on donne le sentiment de faire boire, d'administrer au pays un remède de cheval, sans discuter, sans considération aucune pour les corps de la société, pour l'opinion qui a défendu cette constitution. Il y a un risque d'insécurité juridique, en tout cas, risque d'invalidité, mais il y a le risque également de la défiance populaire. C'est le plus gros risque. Oui, mais n'y a-t-il pas le risque également, puisque dans ce contexte, on entend aussi même des procès en sorcellerie. Vous en jugerez. La Cour constitutionnelle, on dit qu'elle est presque déjà alignée lorsqu'on voit rien que cette décision, la décision qui permet désormais au chef de l'État d'acheter, pour parler trivialement, derrière sa maison, alors que la Constitution dit, un domaine de l'État, bien entendu, alors que la Constitution dit qu'il faut se référer à la Cour constitutionnelle qui elle-même, à son tour, doit se référer à la loi n'existant pas. Est-ce que la Cour constitutionnelle devrait remplacer la loi? Est-ce qu'il n'y a pas effectivement faiblesse à croire que la Cour elle-même est déjà prédisposée à la chose? Vigile Avancé,
je vais vous faire la réponse que un ancien gouverneur de l'État de New York, devenu président de la Cour suprême, Chief Justice, le juge Evan Hughes, il dit aux États-Unis, au moment où il était homme politique, par la Cour suprême encore, il dit, nous avons une constitution, le juge, M. Evan Hughes, qui était gouverneur de l'État de New York, il dit, nous avons une constitution, mais la constitution, c'est ce que le juge dit qu'elle est. Donc, nous en sommes là, et je dirais que la Cour constitutionnelle, quand le président de la République, quand le Conseil des ministres s'engage, parfois dans des chemins étroits, la Cour le rappelle. C'est pour ça que les conseils doivent pleuvoir sur le chef de l'État, sur les contraintes juridiques. La volonté politique est une chose, mais les contraintes juridiques. Autrement, vous avez des réponses comme celle que la Cour a faite il y a quelques jours sur les libertés d'association sur le campus. On aurait dû expliquer au président. La volonté politique, c'est de nettoyer, de mettre de l'ordre sur le campus. Mais les contraintes juridiques nous imposent de ne pas mettre une virgule, de ne pas remettre en cause, de ne pas assouplir une liberté fondamentale, la liberté d'association de réunion, garantie dans la Constitution, avec une jurisprudence de la Cour constante. Pour ne l'avoir pas fait, je vous ai dit, le droit, ce n'est pas de l'activisme. Pour ne l'avoir pas fait, la Cour est obligée de le rappeler. Je n'ai aucun doute que là, sur d'autres questions, la Cour, qui a toujours été un rempart contre les modifications, sera toujours présente. Très bien, on considère ce que vous venez de dire comme une conclusion, même si nous n'avons pas fini d'épuiser toutes les questions. Il y a énormément d'aspects que nous n'aurons pu aborder, professeur Yvon. Vous insistez, je vous laisse 30 secondes, pas plus, pour conclure. Non, je voudrais encore une fois vous remercier les auditeurs qui nous ont écoutés et dire faire un compte rendu de ce que Maurice Glélé a dit la dernière fois lors de notre table ronde sur la conférence nationale sur le campus. En s'adressant aux plus jeunes, en s'adressant à la salle, il a dit « Soyez vigilants ». Je voudrais emprunter les mêmes mots de Maurice Glélé et dire à notre peuple, à notre jeunesse « Soyez vigilants et mobilisez-vous ». Très bien. On espère que le peuple vous a entendu. Le peuple sur la tête duquel tout le monde jure par ces temps derniers. Frédéric Joël Aïvo, agrégé des facultés de droit, professeur de droit public, doyen de la faculté de droit et de sciences politiques à l'université d'Abomey-Calavi, était notre invité pour le compte de ce numéro du Grand Rendez-vous. Monsieur le professeur, merci vraiment d'être venu en direct éclairer l'actualité de vos opinions. Vigile Awansé, Wilfried Adon et Mohamed Yamidi qui assuraient la réalisation technique de ce programme. On vous prie de continuer à nous rester fidèles. Rendez-vous dimanche prochain, même heure, même fréquence, avec de nouveaux invités, si Dieu le veut.